J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué au messagerie. Aventurière, héros, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ça nous fait grand plaisir de vous retrouver pour ce 106e épisode. Attention, ça rigole pas, depuis un moment on a dépassé les 100, ça fait toujours bizarre. Et bien sûr, mon co-host, mon collègue, mon coéquipier qui est avec moi, Fred, ne sera pas là aujourd'hui pour cet épisode, car à la place, ça sera Fabien. Salut Fabien. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Je suis très content d'être là, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est la première fois, je crois que j'anime une émission avec toi, donc j'espère que ça va bien se passer, mais je pense que oui. Hein. Ah, tu vas voir, tout va se casser la gueule, les micros vont péter, le son va casser, les ordinateurs vont planter. Non, tu rigoles quoi. C'est super. On va passer un super bon moment. Oui, ça va être sympa. Voilà, Fred est de repos, il a besoin d'un petit peu de temps. Fabien, tu n'es qu'avec nous pour les dossiers pop culture. Eh ben, il était grand temps que tu fasses un podcast dont vous êtes le héros, un officiel. Que de mieux de couvrir le livre qui a été élu au vote sur notre Patreon, qui est donc Le Marais aux Scorpions. Je crois qu'on peut donner un petit teaser, hein, comme quoi on a passé un très bon moment à la lecture, hein, Fabien. Ah, franchement, ils ont bien choisi nos auditeurs. Hein. Je suis très content. Voilà, au départ, je me disais mince, je pensais que ça allait pas me plaire tant que ça, mais au final, je me suis vraiment éclaté. Franchement, beaucoup aimé. Donc, on va en parler, voilà. On va en parler parce que, en effet, c'était une superbe expérience. Et puis, allez, sans plus tarder, suivez-nous. C'est parti pour le podcast. Alors, quelques informations. Bien sûr, le retour à Fabien à l'antenne. Fabien, ça faisait un bail. Est-ce que tu te souviens de la dernière émission qu'on a fait ensemble ? Bah, à part les jeux de rôle, je sais pas. Ah si, les jeux de rôle, à part les jeux de rôle, le spécial Halloween ou les jeux de rôle avec le noir, ouais, voilà, mais je crois que c'est... Oh, je me rappelle plus. Donc... Mais ouais, le dernier épisode que t'as fait avec nous, c'est le Sierra Online. Ouais, ça date, hein. C'est dingue, j'ai l'impression que c'était hier, quoi, mais qu'il n'y a pas eu autant de mois qui se sont défilés. Je suis surpris, ouais. Alors, dis-moi, Fabien, est-ce que, bien sûr, aucune pression, hein, mais est-ce qu'on pense avoir la suite de Sierra Online qui sera King's Quest ? Oui, parce que ça serait bien, moi, je vais essayer de le faire, bon, plus pour la fin d'année, hein, mais parce que ça prend du temps et tout, donc, mais je vais le faire. Moi, le souci, c'est que je ne suis pas bilingue, donc j'ai vraiment du mal. Bon, je m'aide avec les outils de traduction, mais c'est vrai que ça me prend un peu de temps. Mais je sais qu'il y a énormément d'interviews avec la créatrice, hein, donc... Après, Google Traduction m'aide beaucoup. Et je trouve qu'ils se sont améliorés. Hein, donc, quand je trouve un article en anglais, quand je me sers de Google, franchement, c'est devenu fort compréhensible. Hein. C'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant, ils se sont vraiment beaucoup améliorés. Ouais, donc voilà, hâte. Et puis ça sera un beau cadeau de Noël, retrouver donc la création de Roberta Williams, une petite série King's Quest. On verra. En tout cas, ça serait cool. Et puis, je voulais parler d'un petit truc pop avant qu'on démarre un peu le sujet. Fabien, est-ce que tu lui parlais un petit peu de ce qui se passe avec cette collection, cet éditeur de livres d'horreur qui s'appelle Carnage ? Est-ce qu'il se passe quelque chose à Paris, là, prochainement ? Oui, parce que moi j'aime beaucoup le gore, en fait. Hein, aussi bien les livres que les films gore. Et il y a une anthologie qui est sortie il y a pas longtemps de la collection Gore. Donc c'est un gros volume, ça s'appelle une dissection d'une collection. Donc c'est par David Didlot. Alors David Didlot, c'est un passionné de tout ce qui est film bis, tous les films d'horreur. Il a une culture cinématographique incroyable. Il est vraiment excellent. Donc, il y a une collection qui s'appelle Carnage et ils ont édité beaucoup de romans gore. Donc, si vous aimez le gore, voilà. Après, en livre, c'est vrai que ça peut paraître difficile à lire parce que c'est beaucoup dans les descriptions. Mais si vous aimez ça, vous n'allez pas être déçus.
Et donc il y a des dédicaces qui sont prévues sur Paris, notamment au mois de mai. Et je vous conseille donc, c'est dissection d'une collection gore, donc David Edlow, aux éditions Faute de Frappe. Voilà. Et franchement, et ça reprend tous les titres de la collection gore qui a paru dans les années 80, 90. C'est des petits bouquins en poche qui se vendaient dans les supermarchés. Oh, et les couvertures étaient vraiment assez dégueulasses, et c'était même étonnant. Il n'y a eu aucune censure. En fait, on pouvait trouver ça partout, et voilà. Je pense pas que ça serait possible maintenant de nos jours, avec tout ce qui se passe maintenant en censure. En libraire comme ça, oui, ça sera un peu plus difficile. Oui, mais là c'était en supermarché en fait. Donc t'imagines, oui, génial. Donc accessible partout. Moi je me souviens, j'étais petit, moi je les voyais les romans gore, donc c'était vraiment, c'était un peu surprenant quoi. Ah bah oui, surtout quand tu vois ça juste à côté d'un sorcier de la montagne de feu, en effet, ça peut choquer, quoi. En tout cas, ça te fait une belle collection de couvertures sur le mur du supermarché. Oui. Voilà. Et puis, Fabien aussi, bien sûr, là, ça y est, c'est la fin du printemps. Pour le podcast dont vous êtes le héros, on passe à l'été. Ça veut dire, bien sûr, plein de podcasts. 3 qui sont alignés dans les starting blocks. Alors, on va enfin couvrir un vote qui s'est passé sur le Patreon décembre dernier, qui est donc une saga de 4 livres qui s'intitule Les Messagers du Temps. Et Fabien, justement, tu vas nous écrire le dossier là-dessus. On a hâte de le lire, parce que c'est une série qui nous intrigue énormément, qui a une critique, pour et contre. Disons que les gens, ils savent très bien ce que c'est assez spécifique, et donc, écoute, ça que de la curiosité pour nous au podcast. Alors moi, je la connais pas, je vais découvrir en même temps, en faisant le dossier, donc je pense que ça va être une belle surprise. Ah, c'est super. On a aussi donc le retour de l'œil noir. On va se retrouver tous ensemble vers la fin de l'été pour un jeu de rôle. Donc notre deuxième campagne. Bien sûr, ces campagnes de jeux de rôle sont comme des critiques et des analyses en même temps de la saga l'œil noir. On s'est dit au podcast que de mieux que de jouer au jeu, comme ce qui est dû, pour bien connaître l'œuvre. Donc voilà, on va se retrouver là. Et puis, avec aussi un vote qui va avoir lieu. Voilà, donc si vous voulez vous investir dans la création du podcast, cela vous dit, je l'aurais dit plusieurs fois là, mais voilà, le Patreon, c'est là où il faut se rendre. Donc, patreon.com/pdvelh. Voilà, donc si vous voulez vous investir, nous avons l'abonnement Héros qui vous permettra justement non seulement de pouvoir voter ce qui se passe 3 fois par an, mais aussi voilà de recevoir des podcasts exclusifs, d'avoir aussi l'avantage d'être en priorité pour participer aux jeux de rôle et pas mal d'autres choses. Ok, Fabien, voilà, il se passe pas mal de trucs pour cet été, et puis on a passé un super moment avec Lorkéane et l'équipe sur ce jeu de rôle de l'œil noir. On a d'ailleurs fini notre saga de l'auberge du sanglier noir qu'on est en train de monter, parce que c'était quand même une émission, on a passé 3 heures de jeu de rôle, c'était intense, mais c'était l'adrénaline, car c'était la fin de cette campagne, et c'était vraiment chouette ce qui nous est arrivé. Ah oui, moi j'ai pas vu le temps passer, c'est vrai que je pensais pas que ça avait duré aussi longtemps, mais c'était un bon moment, il y avait de l'humour en même temps aussi, il y avait, voilà, et puis on avait un très bon maître du jeu qui fait que on s'est pris vraiment tout de suite dans l'aventure, et puis les règles étaient simples, et vraiment, moi-même qui suis pas un adepte du jeu de rôle, et je me suis vraiment beaucoup amusé. Lorkéane, je trouve qu'il maîtrise les 3 piliers nécessaires pour une bonne partie de jeu de rôle, c'est avoir du cœur, de l'amusement et de l'excitation. Hein, Fabien ? On est bien d'accord, franchement, c'est une personne, il nous donne pas des pièges, on est vraiment aidé, et puis il a un sens de la narration, c'est vraiment agréable, et un bel amusement. En tout cas, je me suis vraiment beaucoup amusé, puis j'ai hâte de refaire d'autres parties avec vous tous. Allez, sans plus tarder, Fabien, je crois que le moment est venu. Prends ton sac à dos d'aventurier, ton épée et bouclier, et je te propose de m'accompagner à travers le marais au scorpion. Hey, nous voici, Fabien, les moustiques, les sangsues, les bestioles qui grognent au loin. On se retrouve dans une ambiance macabre, lugubre, oppressante, flippante, collante. Si tu nous en parlais un petit peu de la sortie de ce livre. En fait, c'est marrant, moi, tu vois, quand tu m'as dit qu'on allait faire ce dossier, je pensais que ce livre a été édité plusieurs fois en fait, mais pas du tout, il est sorti juste une seule fois en 85 en France.
alors que et il est à très bas prix. Moi, je me souviens, je l'ai acheté en occasion, pas cher, et quand je l'ai reçu, il était même neuf. Ah, super. Ouais, je pensais, tu vois, j'étais persuadé qu'il y a eu beaucoup d'éditions. C'est même dommage, tu vois, pour un titre de cette valeur, une seule édition, bah, je trouve ça bien triste. Le Mari et Scorpion, donc, ça fait partie de la fameuse collection Steve Jackson et Ian Livingstone présente. Donc, moi, j'aime pas beaucoup ça, ce titre, hein. C'est vraiment, parce qu'en fait, l'auteur n'est pas présent sur la couverture. On en a déjà parlé, hein. C'est vrai, je trouve pas ça sympa, hein. Ouais, je comprends absolument le point de vue de la vente, hein. C'était pour pousser un peu à la consommation, enfin de rassurer aussi l'acheteur, comme quoi c'est bien la même collection, c'est bien là, mais je trouve ça vraiment dommage que le nom ne soit pas mis en avant, et c'est arrivé un peu plus tard que les noms commençaient à faire surface. Et en plus, ce qui est quand même dingue, c'est, tu vois, donc tu prends le livre et à la première page, tu as une biographie de Steve Jackson et Ian Livingstone. En fait, ils parlent même pas de l'auteur, quoi. Pour vraiment trouver... Ça, c'est exagéré quand même. Ah oui, franchement, c'est vraiment... C'est un petit peu l'ego, c'est l'ego de Steve et Ian là, qui est projeté en avant, quoi. Et en plus, quand tu prends le bouquin, moi je l'ai devant les yeux, hein, quand tu prends le bouquin, donc la page 7... L'auteur n'est même pas noté sur la page. C'est écrit Steve Jackson et Ian Livingstone. Tu vois, t'imagines? Il y a le nom du traducteur, il y a le nom de l'illustrateur, mais tu n'as même pas le nom. En fait, le nom de l'auteur, tu le trouves en tout petit sur la page de gauche. C'est quand même incroyable, quoi. Tu te rends compte? Moi, je trouve ça. Je suis en train de voir, ouais. Voilà. Alors, heureusement, ironie du sort, comme l'auteur s'appelle aussi Steve Jackson, donc c'est pas trop. Voilà quoi, mais... Oui, ça c'est la complication pour pas mal de gens qui commencent à s'intéresser dans le monde du jeu de rôle et du livre-jeu. Donc on peut faire la petite différence là vite fait, hein. Fabien, on en profite. En fait, c'est vrai, Steve Jackson et Ian Livingstone, ce sont deux Anglais, et le Steve Jackson qui a écrit Le Mari au Scorpion est américain. Voilà, et c'est pas juste quelqu'un lambda comme ça, un écrivain qui a participé à la collection, c'est quelqu'un qui a un statut aussi connu que justement les deux Anglais, Steve Jackson et Ian Livingstone. Tu sais quoi, on va dire Steve, je sais pas, pour différencier, on va dire Steve Jackson pour l'anglais et juste Steve pour l'américain. D'accord. Voilà. Donc Steve... aux USA, c'est quelqu'un de très connu qui est un créateur, c'est un très très grand créateur dans le monde du jeu de rôle et du jeu de plateau. C'est quelqu'un qui est derrière beaucoup de jeux comme le jeu Gore, des tanks. C'est aussi le créateur de la saga GURPS. Je dis saga, mais c'est plutôt c'est un livre-jeu open source GURPS, donc ça veut dire que le système peut être utilisé pour n'importe quel type d'univers, heroic fantasy, samouraï médiéval, science-fiction, dark fantasy, contemporain, guerre napoléonienne, on va dire même. Donc les temps des Lumières, pas mal de choses. Le système GURPS, qui aujourd'hui a un petit coup de vieux, mais bon, voilà, beaucoup de jeux de rôle longs, mais je trouve qu'il est quand même super intéressant et toujours amusant à jouer comparé à d'autres systèmes de règles, comme on a fait récemment, Fabien, mais l'ancien système de règles de l'œil noir est quand même très complexe et ça sent que c'est vieux, quoi. Et là, c'est tout à fait normal. Mais les nouvelles versions qui sont sorties récemment sont bien à jour. C'est vraiment une super étape qui a été franchie d'amener ça dans la modernité. Voilà, donc Steve... c'est aussi quelqu'un derrière un jeu de cartes, on va l'utiliser comme exemple, que vous avez soit entendu parler, vous l'avez vu en vente ou vous y jouez avec vos amis, mais qui est bien sûr Munchkin. Voilà, c'est l'éditeur de ça. Vous reconnaissez le label de publication de Steve, c'est une pyramide de l'Illuminati, bien sûr, où le bout de la pyramide tout en haut, c'est un œil. Voilà. Steve, c'est quelqu'un d'assez connu. De toute façon, on va en reparler, hein, on va en reparler quand on va faire la biographie, de toute façon. Vous allez apprendre d'autres choses encore sur lui. Alors, justement, retournons un peu dans le passé, hein, démarre la DeLorean, Fabien, et amène-nous avec un exemple qui me fait grand plaisir que tu aies trouvé. Allez, on part pour 1985. Ah, je pouvais pas passer à côté, hein. Pourtant, c'est vraiment un film drôle, un film d'horreur, mais qui est en même temps très amusant, très dynamique et je sais pas, bon, c'est pas grand public, mais il est vraiment excellent. Je vous le conseille vraiment, même si vous n'aimez pas l'univers des zombies. C'est Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc ouais, t'as bien fait, nickel. Donc c'est
c'est amusant, c'est horrifique, c'est drôle, on s'ennuie pas une minute, il y a une bande sonore très bon. Il a vieilli le film, hein, mais c'est très daté années 80, mais il est excellent. En plus là, vous voyez des zombies qui parlent, qui courent. Alors, et qu'est-ce qu'ils veulent manger les zombies? Les cerveaux, brains. Les cerveaux, voilà. Donc, et franchement, donc l'histoire elle est toute simple, hein. C'est une bande de jeunes qui sont attaqués par une horde de morts-vivants. Les morts-vivants qui ont été réveillés par un gaz toxique, mais vous allez voir, vous allez pas du tout vous ennuyer. Et puis moi j'aimais bien, c'était la petite punk là avec les cheveux rouges là. Donc Trash, il me semble qu'elle s'appelle Trash. Trash, ouais. Et c'est voilà, elle a un petit rôle, mais elle a énormément marqué dans le film. Hein. Donc si vous le voyez, vous comprendrez pourquoi. Il y a un personnage que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs je trouve qui est unique, on peut en parler vite fait, c'est Tarman, donc l'homme de goudron, qui est ce fameux zombie couvert de goudron et son apparition, Fabien, à l'écran. Alors ceux qui connaissent pas le film, on vous le conseille. Oui, c'est gore, mais ça a quand même ses limites. Ça va pas dans l'extrême. Hein. On est loin des destinations finales ou des films comme ça où là c'est vraiment l'exagération. C'est comme on dit du gore porn. Hein. C'est un terme cinématographique pour ces types de films. Là, on n'est pas dedans. Là, c'est du gore parce que c'est un film de zombies sans exagération. Mais la comédie est très très bonne. Et je voulais revenir sur l'homme de goudron parce que Fabien, l'acteur qui le joue, a une démarche vraiment unique, comme tous ses membres de son corps étaient déconnectés. Et c'est un excellent acteur. Hein. Ah, franchement, c'est même dommage qu'on le voit surtout au début du film. Hein, et franchement, j'aurais vraiment voulu le voir plus. Et c'est vraiment. Puis moi, tu vas trouver ça marrant, mais oui, moi je le trouvais sympathique en fait parce que j'ai trouvé marrant. Le truc, tu rigoles ou quoi? Il bouffe le cerveau là. En fait, le cerveau, plus ça se voit que c'est un gâteau. Ça se voit que c'est mais de la crème il était et tout marrant, quand il je sais dedans. pas. Moi, il me faisait. J'ai trouvé vraiment très drôle et tout, donc c'est vraiment voilà. Et puis très intelligent parce que quand on voit comment, enfin, c'est vraiment pas quand il essaye d'ouvrir la porte de la fille qui est enfermée dans une cabine de vestiaire, hein, donc c'est vraiment. Ouais. Oh non, franchement, ce film. Oui, Dan O'Bannon. Oui, tu vois, rien le fait d'en parler de ce film, j'ai envie de le regarder alors que je l'ai vu des dizaines de fois. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je dirais que c'est peut-être mon film de zombie préféré. J'aime bien aussi Zombie, hein, bien sûr le tout premier qui se passe dans le centre commercial, très très amusant. Mais celui-ci, Le Retour des Morts-Vivants, c'est une suite au premier qui est La Nuit des Morts-Vivants, hein, de Romero. C'est vraiment la suite. Hein. On retrouve l'univers, les informations et puis ces fameux bidons de gaz toxique, hein, qui ont soi-disant été libérés dans le premier film. Tu l'as bien dit dans le dossier, Fabien, t'as mis du fun à 100% et je suis absolument d'accord avec toi. Je te donne 2 pouces squelettiques pour ce film. Et même un 3e. Allez, c'est parti. Après ce petit dossier de 85, nous y voici. On est dans le marais, ça pue, mais retrouvons-nous dans une clairière où le calme s'y retrouve et bien sûr les nuages s'écartent pour nous laisser un brin de soleil pour parler de l'illustrateur Duncan Smith. Donc Duncan qui est anglais en fait, hein, et là c'est lui qui a fait les illustrations intérieures et la couverture aussi du bouquin. Alors moi je t'avoue j'étais un petit peu déçu, alors je sais pas si tu l'as remarqué Xavier, parce qu'en fait la couverture c'est un des dessins qu'on retrouve à l'intérieur du livre. Je sais pas si t'avais remarqué ou pas. Oui, absolument. En fait, c'est juste une version colorée, contrastée de... attends, avant de continuer davantage de Duncan Smith, je trouve c'est bien, là, comme on saute sur la couverture, on peut en parler vite fait, Fabien. Oui, si tu veux. Donc, en fait, c'est un gros, un gros monstre. Gros scorpion, une grosse bête. Je sais même pas si c'est un scorpion. Moi, j'aurais pas dit un scorpion, hein, parce que c'est vrai qu'il a tellement, je sais pas, il est baveux et tout. Alors, et puis il a une espèce de diamant, là, sur le front, c'est ça, hein, donc, voilà. Alors, c'est une couverture qui, pour moi, c'est comme si c'était du gras, du fade, et c'est à cause de ces couleurs. Tu sais, on a 2 palettes de couleurs qui sont très présentes. C'est un rouge marron et puis un jaune. Donc, c'est le marais qui est en surface très jaunâtre, qui sort de ce liquide visqueux avec cette bête, plusieurs mandibules avec des mains qui ont seulement 2 grosses griffes sur chacune aux extrémités, bien baveux. Mais le monstre ne fait pas peur, il est plutôt kitsch, je trouve. Et moi, je voulais dire, en fait, moi, le dessin, il me plaît pas, en fait. Tu vois, la couverture, je pense que c'est peut-être pour ça que j'avais jamais lu le bouquin avant. Je sais pas, la couverture me plaît pas tant que ça. Et c'est marrant. Elle est pas accrochante. Ouais, elle est pas accrochante.
il manque quelque chose, et qu'on veut dire par cela, c'est que vous avez ce grand monstre qui est représenté à l'avant, mais ça fait comme une illustration intérieure du livre. Ça nous place vraiment pas dans l'univers, ni dans le lieu, on comprend pas vraiment le sens de l'action, c'est juste, voici un monstre qui va vous bouffer. Ok, on sent le danger immédiat, mais ça manque quelque chose que l'on peut retrouver dans d'autres couvertures des livres dont vous êtes le héros, qui arrivent à mieux représenter quel type d'aventure nous allons avoir à faire. Pendant que là, ça fait un peu le monstre, c'est l'attaque, roulez vos 2 dés de 6. Contrairement à la couverture américaine, qui est excellente, où on est à l'avant d'une forteresse dans un marécage avec un sorcier qui sort avec déjà la palette de couleurs. Le sorcier porte une tunique violette, pourpre, et il est derrière le marécage qui est reflété avec des couleurs mauve, verte, marron, vert. Dans un bâtiment, il sort d'un temple où on voit de la mousse qui pousse, on sent que ça fait des années, des siècles qu'il doit être dans ce temple, et tout autour de lui se trouvent plein de créatures qui habitent le marais, des grosses salamandres, un énorme scorpion, des monstres qui représentent des gobelins, et puis on voit même derrière un arbre qui tient une épée. Ce sont bien sûr des monstres que l'on retrouve dans le livre. Et je trouvais cette couverture vraiment plus évoquante, contrairement au marais aux scorpions qu'on a eu, nous, qui est la couverture anglaise, mais aussi française, qu'on a eu, qui est fade, je trouve. Et comme t'as dit, Fabien, ça accroche pas, quoi. Ça donne pas envie de lire, en fait. Et il y a un petit détail, moi je sais pas, ça m'avait fait rire, c'est pas grand chose, mais tu vois, sur la couverture en bas à gauche, tu vois, t'as 2 bulles. En fait, moi, au départ, je croyais que c'était des yeux. Tu vois, je croyais que c'était des yeux qui sortaient de l'eau, en fait. T'as vu? Et en fait, c'est 2 bulles. Et tu vois, j'aurais préféré que ça soit des yeux, tu vois, qui sortent aussi de... Ouais, c'est juste 2 bulles. Oui, c'est quelque chose d'autre, ouais. Mais ça m'avait fait penser à ça, à des yeux. Ouais, moi, ça me fait penser à tu sais, dans Spaceballs, la parodie de Star Wars, ça me fait penser à Pizza the Hut, donc la version Pizza Hut de Jabba. D'accord. C'est ce gros tas visqueux de monstres. Enfin bref. Bon, voilà. Mais continuons à parler justement des illustrations de Duncan Smith. Comme je disais, donc il est anglais, donc il vit à Londres. Alors il est diplômé de la Glasgow School of Art. Donc c'est une institution aussi de niveau universitaire. C'est une école très très réputée dans tout ce qui est discipline de la création visuelle. Donc il travaille beaucoup comme freelance, aussi bien pour le monde du livre que pour le cinéma. En 82, une fois diplômé, il va voir tous les éditeurs avec son portfolio rempli de dessins en tout genre. Puis il va se faire remarquer par l'éditeur Puffin Books et l'équipe de White Dwarf. Donc l'équipe de White Dwarf qui est donc composée de Steve Jackson et Ian Livingstone. Voilà, donc il cherchait justement à recruter des nouveaux talents. Donc Duncan va être embauché parce qu'ils adorent ses dessins, ses personnages qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Et en sachant aussi que Duncan a publié, a produit, a réalisé des ouvrages justement pour apprendre à dessiner. Et moi je l'ai appris aussi en faisant le dossier. Il est multi-artiste, il fait aussi des photographies en tant que professionnel. Voilà. Et si vous voulez aller voir sur son site, sur son site pro, vous verrez qu'en fait il vend ses dessins pour les livres-jeux qu'il a créés. Alors je suis surpris, mais bon voilà. Bon, je pense qu'il a dû remarquer que certains collectionneurs les recherchaient. Bon, c'est pas donné, donc 300 livres anglais pour avoir une illustration. Donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais je sais pas. Toi, ça t'intéresse, Xavier? Ça fait beaucoup 300 livres, je sais pas. Après, ça dépend de l'illustration. C'est un artiste super compétent, mais oui. C'est vraiment sympa, mais. Je sais pas, faut voir. Ça serait toujours sympa d'avoir une illustration d'origine de Duncan Smith, surtout quelque chose qui était dans un White Dwarf, c'est chouette quoi. Bon, en tout cas, moi j'ai pas trouvé son âge quand j'ai fait le dossier, j'ai vraiment pas trouvé. Donc, mais ce qui est étonnant, comme Steve Jackson, il a plusieurs anonymes justement aussi dans le domaine de l'illustration. Puis maintenant, on va parler Xavier de Steve. Donc Steve Jackson, l'écrivain américain du Marais aux Scorpions. Ouais, Steve des USA, pour différencier de Steve Jackson du Royaume-Uni. Alors, continuons à parler de lui. Donc, Steve, il est né en 1953. Voilà, c'est un Américain.
et il est très jeune quand il tombe amoureux des jeux de société, et son jeu préféré quand il était un petit gamin, c'était le Monopoly. Il a tout de suite compris la stratégie, les possibilités, comment gagner au Monopoly, hein. Et à la fin des années 70, voilà, il devient concepteur de jeux, il est emballé par cette aventure, et il décide donc d'être son propre patron et de créer sa société indépendante, Steve Jackson Games. C'est un grand fan, grand joueur de Donjons et Dragons. Il a toujours trouvé les règles un peu difficiles pour le public débutant. Je suis absolument d'accord avec Steve Jackson. Et le plus important pour Steve... Pardon, j'ai dit Steve Jackson, on avait dit par en américain, ça serait Steve. Et donc le plus important pour lui, c'est que les jeux soient beaucoup plus accessibles pour tous. Et donc durant sa carrière, il a produit plus de 250 jeux de jeux de rôle, de jeux de table, jeux de cartes, jeux de plateau, et notamment GURPS, Ninja Burger, Munchkin, voilà. Dans tout ce qu'il a créé, il dira n'avoir aucun favori. Voilà, le mec, il est fier de tout ce qui sort, c'est génial. Alors, durant sa carrière, il reçoit plus d'une dizaine de prix Origin Awards, qui récompensent le meilleur jeu de l'année dans sa catégorie aux États-Unis. C'est très important. Aujourd'hui et maintenant, on a beaucoup plus de awards, de prix pour les jeux de rôle, jeux de cartes et jeux de plateau, comme c'est une industrie qui s'est beaucoup agrandie depuis, et souvent on peut voir des jeux de Steve Jackson qui sont dans les top 10 à jouer, les top 10 à connaître. C'est quelqu'un qui aime sa passion et qui la maîtrise. Alors finalement, il écrira peu de livres dont vous êtes le héros, même s'il aime l'écriture, la conception des jeux est plus fort que tout. Voilà, il dira dans un interview du magazine Escapist: tant qu'il y aura des tables, il y aura des gens pour s'asseoir. Ces gens prendront des chips, des sodas, joueront avec leurs amis, et les jeux ne disparaîtront jamais. Steve a absolument raison. C'est une phrase très simple, mais qui en dit beaucoup sur le monde du jeu de rôle. Voilà. Et puis, bien sûr, pour amener donc Steve en France, il faut bien le traduire, il faut traduire ses œuvres. Ça nous amène donc au traducteur Camille Fabien. Et là, beau nom de famille, je trouve, ce gars-là. Donc, tu trouves pas? Fabien. Ouais. Donc voilà. Donc Camille Fabien. Donc on en a déjà parlé. Hein, donc c'est pas un inconnu. On en a déjà parlé dans nos dossiers. Il a participé à des traductions pour le magazine Piranha. Alors Camille Fabien, donc c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Jean-François Ménard. En fait. Donc il a pris ce pseudonyme dans ses débuts dans la traduction, et pour lui il voulait un pseudo mystérieux qui fasse chic et distingué, donc d'où ce choix de Camille Fabien. Mais après on a vite compris qu'en fait quand il a commencé à traduire la version française de Harry Potter, donc ce n'était plus Camille Fabien, il a repris son vrai nom. Et là du tout, il est très fier de son nom. Là il ne met plus de pseudonyme, donc c'est bien Jean-François Ménard. Voilà. Donc il est né en juillet 1948. À la base, il se destinait à travailler dans le cinéma. Il a écrit un roman pour la jeunesse, Le voleur de chapeau, donc toujours sorti chez Gallimard. Donc il tombe dans la traduction par hasard. Gallimard, il remarque son talent d'écriture. Il lui demande d'écrire les 4e de couverture des romans. Donc Gallimard sait que Jean-François sait parler anglais, et donc il lui confie la tâche de traduire un livre pour la jeunesse. Et puis une traduction, on enchaîne une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et après, il a commencé à traduire des livres dont vous êtes le héros. Notamment des loups solitaires, c'est ta fameuse collection que tu adores, leur sorcellerie, donc que je n'ai toujours pas lu. et quelques défis fantastiques. Et puis, et sa notoriété a vraiment, avec Harry Potter, a pris énormément d'ampleur. Donc, et c'est grâce à ça en fait qu'il a été invité dans des conférences pour parler de son métier de traducteur. Donc, alors, mais comme une traductrice qu'on apprécie beaucoup, comme Mona de Pracontal. Voilà. Il regrette que les traducteurs soient rarement mis en avant, donc ou uniquement quand il y a des best-sellers. Donc en tout cas, nous dans notre podcast, on en a toujours parlé des traducteurs. Donc ils sont vraiment aussi importants que les écrivains ou les illustrateurs. Donc on est bien d'accord. Et puis lui, son habitude à Jean-François, c'est de travailler avec des petits carnets. Il a toujours avec lui un stylo, un l'encre noire, et c'est son rituel et il ne veut pas changer. Voilà.
Donc actuellement il a 74 ans et puis il continue toujours de travailler, donc avec grande passion. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et puis je trouve qu'il a un bon style de traduction. Franchement c'était très simple, c'est les phrases du livre et j'ai beaucoup accroché. Ouais, parmi les traducteurs de la série des Défis Fantastiques, Camille Fabien, il fait quand même très attention à son style, il fait gaffe, et puis j'ai remarqué aussi qu'il ajoute un petit peu de son flair sans changer l'œuvre en général, quoi. Il fait quand même très attention à cela. Ce qui est plus important d'un traducteur, c'est de garder l'essence qui était écrite par l'écrivain d'origine, quoi, sans trop mettre sa patte, parce que bien sûr on traduit un artiste. Le but c'est pas de se faire ressortir soi-même, quoi. C'est ça tout l'art, c'est de bien le traduire. Et il fait ça vachement bien, Camille Fabien. Oui, moi j'avoue que c'est vraiment comme Mona. C'est vrai, ça serait une personne que j'aimerais bien interviewer. Je me demande, Xavier, tu vois, est-ce qu'il a la même méthode de traduction que Mona par exemple? Donc, vas-y, je pense que tu pourrais lui écrire, Fabien. Je vais essayer. On a du calibre quand même, on a un petit calibre vite fait au podcast, hein. On est quand même ultra niche du niche. Oui, il a tellement acquis une renommée, je sais pas s'il est aussi dispo que ça maintenant. Enfin bon. Écoute, tu peux lui dire qu'on a fait un interview avec Monade Pracontal, et oui. Je pense que ça peut peut-être le rassurer, comme quoi on n'est pas juste des petits rigolos, on a vraiment une passion et on aime ce qu'on fait. Et notre public aussi serait super intéressé d'en savoir plus. Oui, non mais c'est vrai que... Alors, ouais. Et puis voilà, donc ça nous amène justement à parler des anecdotes de ce Mario Scorpion, parce qu'il y en a quelques-unes. Fabien, on va en parler un petit peu là. Alors, Puffin Books, l'éditeur anglais des livres dans The Hero, voit l'engouement, le succès commercial de ces nouvelles aventures qui passionnent le jeune public anglais, et donc il demande à Steve et Ian, donc Steve Jackson et Ian Livingstone, d'écrire encore plus et plus vite, de ne pas relâcher la pression. Bien sûr, on sent bien l'éditeur qui met la grosse pression aux artistes comme d'hab. Et bien sûr, c'est impossible pour eux. Tu peux pas demander à un écrivain d'écrire un livre tous les week-ends, quoi. C'est n'importe quoi. Et ça s'écrit pas comme ça. Il faut créer, il faut élaborer, il faut quand même développer son histoire, et bien sûr ça se fait en minimum 1 an, quoi, un livre dont vous êtes le héros. Bien sûr, Puffin, qu'est-ce qu'ils veulent, les gros monstres, ils en volent 2 par mois, quoi, c'est crétin, ils comprennent rien du tout. C'est comme tous bon Dieu, les éditeurs qui pensent qu'au fric, quoi. Pouvez nous en faire 3 par jour? Oui, c'est ça, ouais. On va te faire 3 livres par jour, ouais. Complètement. Et tu sais, c'est ça, c'est le gain à court terme, au lieu de comprendre que le trésor, la valeur de l'art, c'est le long terme. On voit ça avec la saga, on l'a mentionné quelques secondes avant, Lone Wolf, Loup solitaire, Joe Dever qui est décédé, mais qui a passé quasiment toute sa vie à travailler ses œuvres, à être passionné, à vraiment prendre, le temps. Et aujourd'hui, c'est Ben qui s'occupe de son legacy, hein, qui d'ailleurs ressort en réimpression avec des textes qui n'ont jamais été édités avant. On voit ça aussi chez le petit-fils de Tolkien. Voilà, c'est des choses, il faut du temps pour l'art, pour que ça dure et que ça reste et que ça marque le temps. Quelque chose qui produit rapidement, c'est rare. Et ce qu'ils veulent en fait, c'est attraper un éclair dans une bouteille. C'est quelque chose de absolument rare, et quand ça arrive, c'est le trésor et c'est impossible à reproduire. C'est un classique, Fabien, ça ne change pas chez les éditeurs, ça, beaucoup d'éditeurs, on va dire. En tout cas, ça prouve bien qu'ils ne lisent pas les livres, sinon ils se rendraient compte que ça prend du temps pour écrire et qu'on peut pas en sortir un toutes les semaines. Hein. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est ça, hein, on voit la chute des livres dans The Hero, surtout la collection Fighting Fantasy, c'est qu'il y en avait trop eu, qui étaient trop simples et qui manquaient d'évolution et d'intérêt, et donc voilà, au bout d'un moment, le lecteur se lasse. Il y a que les collectionneurs ou les gens qui ont la nostalgie qui s'accrochent, mais pour attirer de nouvelles personnes, ils voient que chaque livre, c'est un peu la même chose, et donc ça perd son public. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. C'est peut-être pas aussi gagnant sur le coup, mais sur la durée, ça dure plus longtemps, et c'est une rentrée d'argent qui a de la valeur. Fabien, continue, donne-nous une autre anecdote là sur la saga. C'est grâce à ça que la collection Steve Jackson et Ian Livingstone présente, qui est créée, donc pour permettre justement aux 2 écrivains phares de se reposer un peu et puis de prendre leur temps pour écrire. Steve, qui justement était en Angleterre pour des négociations avec Game Workshop. Donc il est présent, ça tombe bien, on lui propose d'écrire un livre dont vous êtes le héros.
et il est ok. Donc, et en fait, donc ça donne Steve Jackson et Ian Livingstone présentent Le Marais aux Scorpions de Steve Jackson. Voilà. Oui, voilà. Bon, après, c'est un peu déroutant, mais bon, mais au final, Puffin Books, il s'en fout pas mal parce qu'en fait, il sait très bien que la majorité des lecteurs ne cherchent pas à savoir qui a écrit tel livre. Et je pense que c'est vraiment le cas. Hein. Donc Steve, il a aimé écrire Le Marais aux Scorpions, il n'en ressent aucune difficulté. De toute façon, on le sent même à la lecture, on voit c'est fluide et c'est vraiment agréable. Hein. Donc je pense que Steve s'est vraiment amusé à écrire le bouquin. Donc Steve Jackson dira que alors ça m'avait fort surpris. Donc Steve Jackson dira que beaucoup de lecteurs pensent encore que c'est lui qui a écrit Le Marais aux Scorpions. Pendant les séances de dédicace, des fans lui présentent des livres de Steve pour leur signature. Tu te rends compte ? C'est marrant. Hein. C'est incroyable. Mais quand tu le sais pas, c'est normal. La confusion, elle est absolument normale. Je veux dire, quelle chance incroyable que deux écrivains, deux livres-jeux ont exactement le même nom et le même prénom, quoi. Alors Steve Jackson, il leur explique que non, c'est pas le bon auteur, donc voilà. Mais certains lecteurs s'en fichent royalement, ils veulent quand même la signature. le lecteur mouton, quoi. Oui, voilà. Moi, j'aurais pas voulu, hein, pour ma part. Hein, j'aurais pas voulu. Hein. Après, si je lui ai présenté le livre et il veut bien le signer, je vais pas lui dire non, ça c'est pas de la politesse, c'est tout simplement ça. Je vais pas lui enlever des mains, genre non, si c'est pas toi, c'est bon, tu le signes pas. Après, mon but, ça serait quand même d'avoir Ian et donc Steve de le signer, quoi, comme ça j'ai tous les trois, ça serait cool. Tu peux nous parler d'une autre anecdote, Xavier ? Ouais, écoute, on en a une dernière que tu nous as pêché là, qui est sympa. Donc, bien sûr, vient le choix de l'illustrateur. Donc, Steve ne propose personne. Donc, c'est Ian McCraig qui a déjà travaillé pour Le Labyrinthe de la Mort, La Cité des voleurs, qui conseille un de ses amis, Duncan Smith. Donc, Puffin Books est d'accord et le travail a commencé. Voilà, entre Steve et Duncan. Alors, Duncan se souvient de son travail. Il en parle lors d'un interview assemblé Fighting Fantasy en Angleterre, et ses deux illustrations préférées sont Pompartart, oui. Pompartart, voilà, le Boom Choker en anglais, et c'est bien sûr le Scorpion géant. Voilà. Et bien sûr le Scorpion géant. Donc le Scorpion géant et Pompartart. Voilà. Quel nom. Mais voilà, oui, c'est ça en fait le nom. Hein. Mais s'il devait les dessiner de nouveau, il aurait fait différemment, dit-il. Nous ne saurons pas plus, hélas. Moi je dis, écoute, avec les réseaux sociaux, fais-toi un petit compte Instagram, Duncan Smith, pose-nous un petit croquis, et je t'admets qu'on sera très satisfait de voir tes propositions, parce qu'en tant que fan du Marais aux Scorpions, ça agrandit l'univers et ça permet de savoir ce que ça aurait pu lui donner. C'est toujours intéressant. Allez Fabien, voilà, on a passé le marais, on est dans une auberge où on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris un coup dans le nez, qui va nous proposer une mission. Sans plus tarder, parlons de notre vécu, notre aventure dans ce livre. Mais vous connaissez très bien le podcast, nous allons faire donc une pause musicale pour entrer là-dedans. Et Fabien, écoute, j'étais un peu dans le mood, j'étais un peu dans le ressenti du rock des années 90, une petite partie de mon adolescence. Et est-ce que ça te dit qu'on s'écoute quelques morceaux qui ont blasté, hein, je pense que qui ont éclaté la radio, qu'on entendait constamment. Enfin, pour moi, c'était mon cas aux US, hein, mais peut-être en France aussi, je pense, à l'époque. Hein. Ça te dit quelques morceaux, Fabien? Oui, voilà. Bon, moi, j'écoutais pas du rock dans les années 80, mais je veux bien découvrir un. Enfin, 90, la petite sélection. Non. Moi, dans les années 90, j'écoutais beaucoup de la dance music. Hein. Hey, sympa. Bah oui, la dance est connue, hein, super, oui. 90s. Bah écoute, là, si tu veux, je te propose Pearl Jam avec Even Flow. Et puis, quand j'ai dit 90s, on va garder l'ambiance avec un petit Soundgarden pour finir le podcast. Allez,
Bon alors, Pearl Jam, c'est ton truc, Fabien, ou quoi? Bon, écoute, j'écouterai pas ça tous les jours, mais c'est quand même sympa. Ouais, bon, bah c'est cool. Allez, un gagné, là, vite fait, c'est bien. Alors, Fabien, on roule un dé pour lire le synopsis. Je roule un D6. Dis-moi 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. 4. Oh, pile poil, 4. Oh là là. Alors, comme c'est pile poil 4, tu choisis. Est-ce que tu veux lire le synopsis ou est-ce que tu me le donnes? Bon, allez, écoute, pour ma première, je vais essayer de le lire. Hein, voilà. Yes. Vas-y, ah, c'est marrant ça, j'ai vraiment roulé un D6 et tombé sur 4. Là, tu vois. Tu devrais jouer au loto tout à l'heure. Ah bah... Allez, vas-y, plonge-nous dans le monde du marais aux scorpions. Alors le marais aux scorpions, il est infesté d'épouvantables créatures, des brigands affamés et des sorciers au pouvoir surnaturel. Mais pire encore, ce bourbier nauséabond est sillonné de sentiers sinueux dont personne n'a jamais pu relever le tracé. Ceux qui y sont essayés n'ont jamais vécu assez longtemps pour raconter leur aventure. Mais grâce à l'anneau de cuivre qu'une sorcière vous a donné et qui vous permet de toujours savoir où est le nord, vous êtes celui qui pourra peut-être explorer les terribles marécages et en dresser la carte. Et nous voici dans le marais aux scorpions. Fabien, il y a quelque chose qui a été évoqué dans ce synopsis du livre qui est crucial à cette aventure, c'est bien sûr l'anneau de cuivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout n'est pas révélé dans ce synopsis, car oui. L'anneau de cuivre non seulement nous indique le nord, mais il peut aussi s'intensifier en chaleur quand nous sommes face à des gens néfastes ou des gens qui ont, comment dire, de mauvaises intentions. Oui, parce que parfois il y a des gens on peut croire qu'ils sont méchants, mais en fait ils sont sympas, ou vice versa, quoi. Donc, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment on a obtenu cet anneau? Parce qu'il y a une petite histoire dessus, quelque chose de très Seigneur des Anneaux, j'ai envie de dire, des petites références, des petits clins d'œil de Steve à l'époque. Bah en fait, c'est grâce à une grand-mère. Hein, donc, en fait, au début de l'aventure, on est dans le brouillard, on marche, et en fait, on trouve une vieille femme âgée, et donc on lui donne de l'eau. Donc on l'accompagne jusqu'au prochain village et en fait pour nous remercier elle nous donne un anneau en cuivre, mais on sait pas qu'il est magique en fait. D'ailleurs quand on met l'anneau il est un peu trop gros, mais en fait on s'aperçoit que l'anneau il se met parfaitement à la taille du doigt. Donc c'est grâce à cette femme qui nous a donné un bon coup de main, parce qu'avec cet anneau on va savoir. Parce que les boussoles, ça ne sert à rien dans le marais aux scorpions. Par contre, la bague nous indiquera toujours où est le nord. Et comme on en a parlé, elle a la particularité donc de chauffer en présence d'ennemis. Et puis, il y a aussi quelque chose aussi d'important dans le marais aux scorpions, c'est aussi les pierres magiques. Ouais, alors ça fait partie des règles, on peut en parler un petit peu, oui. Parce qu'il y a toujours certains livres, certains défis fantastiques ont quelques règles en plus. Oui. Donc dans le marais aux scorpions, il y a des règles en plus, et bien sûr l'utilisation de pierres magiques, on peut dire des pierres avec des runes, et il y a 3 catégories de types de pierres, donc des sorts du bien, des sorts du mal, et puis des sorts neutres. Donc au début du livre, on nous décrit tous les types de pierres qui sont possibles à trouver. Bien sûr, elles ont qu'une seule utilisation chacune. Tu sais, ça me fait penser dans Willow, le film de George Lucas. Tu sais, Willow, il lui donnait c'est pas des cacahuètes, mais c'est des glands. Et s'il lance le gland sur quelqu'un, ça le transformait en pierre. Tu te souviens de ça? Je l'ai vu il y a longtemps, le film. Je t'avoue, je l'ai vu vraiment il y a longtemps. Oh là là. Ouais, donc voilà, en fait, ça me faisait penser à cette référence où tu sais, c'est quelque chose de très puissant, mais à usage unique. Et donc on nous prévient, mais on nous en dit pas plus, parce que bien sûr, on n'en a pas dans notre inventaire, contrairement, oui, faut parler un petit peu de la Citadelle du Chaos, où Steve Jackson nous dit bien au début de choisir des sorts, parce que nous sommes un sorcier, pendant qu'ici on nous dit on peut utiliser la magie, voilà ce qui est possible de trouver, mais vous en avez pas sur vous. C'est un peu comme ce lexique au cas où on s'y rend plus tard pour savoir un petit peu se rafraîchir la mémoire sur les règles de ces sorts. Alors, au début, qu'est-ce qu'on fait? On sent qu'on est un aventurier vétéran, hein, Fabien, que notre personnage a vécu pas mal d'événements dans sa vie, et bien sûr, notre aventure, c'est de conquérir, le marais aux scorpions. Donc, on se rend dans une taverne où on se rend dans une auberge, oui, tout à fait. Ouais, on rencontre donc Grognard. J'adore les noms dans ce livre. J'aurais bien voulu savoir les noms, oui, en anglais.
Oui, de même. Franchement, celui-ci, comme on le faisait ensemble, je voulais le lire en français, comme on a parlé de Camille Fabien, donc je voulais voir la traduction. Mais des fois, de temps en temps, dans le podcast, je les lis en anglais. D'ailleurs, le prochain défi fantastique, je vais le lire en anglais, qui sera élu par le vote. D'ailleurs, le vote qui aura lieu le 1er mai, donc à la publication de ce podcast, le vote sera déjà en ligne. Voilà, vous aurez 7 jours pour voter. Bref, on retourne au Marais du Scorpion. Donc, qu'est-ce qu'il fait Grognard? Il nous offre un verre à boire et il nous parle donc des sorciers qui sont dans le marécage, qui auront peut-être des missions à nous offrir. Et là, je sens tout de suite le style de jeu Steve Jackson, Fabien. Excuse-moi, j'ai dit Steve Jackson au lieu de Steve, on a bien dit Steve pour l'américain. Mais tu sais quoi, dorénavant, maintenant, n'importe quel Steve, c'est l'américain, comme on parle de son œuvre. Et donc, c'est le système de jeu de Steve. Il y a plusieurs possibilités, et déjà, là, dès le début du jeu, il dit, ok, mec, non seulement il y a plusieurs possibilités, mais il y a 3 versions de ce livre possibles. Une version où nous sommes le héros, pour le bien. Une version où nous sommes l'antagoniste, le mal, hein, nous sommes le méchant qui cherche à créer à gagner par son propre... par ses propres malfaits, ou nous sommes neutres. Et tout ça est représenté par qui nous voulons visiter au début du livre comme sorciers. Alors Fabien, encore une fois, on a des sorciers avec des noms extraordinaires, et c'est sûr et certain qu'on se rappellera d'eux, parce que ce sont des noms assez uniques, je trouve, très beaux, très intéressants, et même un qui a un nom assez amusant. Mais on le garde pour le tout dernier, celui-là, avec le nom amusant. Parle-nous de ces 3 sorciers, Fabien. Alors moi, le mien, que j'ai choisi, c'est Guéolard. Donc à la base, Guéolard, donc c'est un sorcier qui est sympathique. Hein, donc voilà, il me parle d'un buisson, qui est appelé Antérique. Donc ce buisson a une particularité, il a une plante et ça aide à faire de la magie blanche. Et il me demande de ramener une petite baie de ce buisson. Et en fait, évidemment, le buisson se trouve où? Au Marais des Scorpions, parce qu'il y en a plus ici. Donc voilà. Donc voilà. Et pour m'aider dans l'aventure, et là il me donne donc des pierres. Il me demande de choisir donc 6 pierres bénéfiques ou des neutres. Bon, moi je vais prendre des bénéfiques. Hein. Donc moi je suis un gentil. Puis je veux pas tuer les animaux, hein, parce que au début dans l'auberge, à Grognard, il nous dit de dresser une carte et de tuer les animaux. Moi je suis pas d'accord. Hein, donc dresser la carte, oui, c'est ce que j'ai fait, mais pas tuer les animaux. Hein, donc voilà. Donc moi, écoute, oui. Ouais, ne m'en veux pas, parce que forcément... Ah bah t'as dû en tuer, toi, je suis sûr, alors. Bah oui, je me sentais mal à chaque fois. Et tu sais quoi, je les ai pas vraiment tués, parce que j'ai pas jeté les dés. D'accord. Voilà. Donc l'action n'est pas faite. J'ai triché en gros pour pas tuer les animaux. Je pensais à toi, Fabien. Ah bah oui, parce que non, moi je veux pas... Mais j'en étais triste, parce que j'ai dit, oh mon dieu, Fabien, il va pas être content avec moi, vu... Mais bon... C'est la première fois que je viens et on tue les animaux, tu te rends compte, hein, bon. Non mais attends, j'ai bien fait, justement, je t'ai donné le chemin du... Alors bien sûr, on connaissait un petit peu le mécanisme du livre, on savait qu'il y a un chemin neutre, bon et mal. Forcément, j'ai donné le chemin du bon à Fabien, et moi j'ai pris celui du mal. Donc voilà, on va pas couvrir le neutre, on va parler juste du bien et du mal. Et on a un petit peu fait exprès en même temps, on voulait couvrir le neutre, tous les deux ensemble, et on s'est dit peut-être qu'on devrait le laisser aux aventuriers qui n'ont pas encore lu le livre, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sans lire les livres, et souvent quand on fait le podcast, c'est pas qu'on gâche tout, mais oui, c'est le cas, quoi, on raconte vraiment tout. Et là, on s'est dit, pour une fois, on va laisser le neutre pour vous. Donc voilà, on vous raconte les 2 autres choix, comme ça vous aurez vraiment vécu l'aventure au complet. Eh ben écoute, moi j'ai vu donc Stratagus, qui s'est mis au service du mal. Donc voilà, Grognard m'a indiqué son chemin. Alors je pars visiter Stratagus, et il est très réticent de mes services. Il dit, mais t'es qui toi, tu te prends pour qui? Alors qu'est-ce que je fais? Comme je prends le chemin du mal, je joue le méchant, hein, donc je lui ris au nez, rien ne m'effraie. C'est là où justement il donne vie à une statue de pierre qui m'attaque, donc tout de suite c'est le combat pour prouver en fait ma valeur. Je détruis une table qui est en face de lui avec mon épée, je la pourfends en 2. Et en fait, j'apprends l'un des pieds de la table pour créer une masse, donc une arme contondante, qui bien sûr a beaucoup plus d'effet sur une statue qu'une épée. Donc j'arrive à battre la statue, et
il est très content de moi, il se rend compte en fait qu'en effet, bon, tu sers à quelque chose. Il m'offre une potion de guérison, si jamais on a pris des dégâts. Donc là, c'est Steve qui est vraiment sympa avec nous. Dès le début du jeu, on perd pas tous nos points de vie si on a mal roulé, il nous offre tout au retour. Et qu'est-ce qu'il veut? Bah, Strategos, en fait, il veut que je lui ramène des amulettes de puissants sorciers qui se trouvent dans le marécage. Et il m'offre 500 pièces d'or par amulette. Et puis par la suite, il m'offre donc 6 pierres de magie, comme on a parlé au début du livre, mais attention, je ne peux choisir que 6 parmi les neutres et les mauvaises, les pierres du mal. Donc voilà, c'est parti, je vais voyager à travers le marécage pour trouver justement les gens qui possèdent, les autres sorciers ou les autres personnages qui possèdent ces amulettes de pouvoir autour de leur cou. Donc Fabien, on se rend compte tous les deux qu'on a 2 missions bien différentes chacun l'un de l'autre. Hein. En plus, toi, t'as commencé par un combat, tandis que moi, non, pas du tout. Hein, donc c'était vraiment... voilà. Non, moi, c'était un peu tranquille au début. Juste au début, là, voilà. Alors, parlons un petit peu de la structure de ce Mario Scorpion, je trouve ça intéressant. Donc, en gros, Steve nous demande vraiment de dessiner une carte, et c'est très simple. Hein. Il se fait pas chier, il n'y a pas de diagonale, c'est soit haut, bas, gauche, droite. Donc, on veut dessiner un petit cercle, et il nous donne bien, pour les cercles qui sont importants, des numéros, comme ça on sait si on s'est rendu ou pas. Car la spécialité de ce livre-jeu, c'est que on crée nous-mêmes un donjon, hein, qui est bien sûr le marécage, mais où pouvons retourner à nos précédentes destinations. Et si c'est le cas, bien sûr, et les événements qui se sont déjà passés ne reviennent pas, ou peut-être certains événements qu'on a gérés d'une certaine façon continuent à être présents, et donc il va falloir changer notre approche. Ce qui permet, Fabien, d'ajouter de la longévité, mais aussi de donner vie à un monde qui est en constante évolution dans un livre-jeu. En plus, ça nous permet, parce que, par exemple, moi, dans mon aventure, j'ai des personnages que j'ai pu revoir une deuxième fois aussi. Et ça, j'ai bien aimé en fait. Ouais, parle-nous-en d'un, tiens, parce que moi c'est plus un moment que j'ai bien scotché, mais toi vas-y, raconte, on va partager tous les deux, je suis vraiment curieux de ton chemin du bien. Bah en fait, donc moi j'ai un parcours donc juste pour trouver justement la baie, la petite plante là, et une fois que je l'ai trouvé, après il faut que je retourne en arrière, donc je retrouve les mêmes endroits auxquels je suis déjà passé. Et sinon là, moi chaque rencontre en fait a une utilité en fait, parce que ça va me servir pour une des rencontres suivantes dans mon parcours. Par exemple, on me dit par exemple de me méfier des loups, et après je rencontre justement au début de mon aventure le maître des loups, donc qui est agressif en fait. Donc je vais me servir d'un sort, justement un sort avec une pierre bénéfique, donc un sort d'amitié, ce qui fait que le gars il va être sympathique avec moi, il va me raconter plein de choses et il va m'apprendre à jeter un sort sur les loups pour qu'ils deviennent justement amicaux. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Après par exemple aussi au cours de l'aventure, je suis attaqué par des arbres épais. Et ce qui est marrant, c'est que les arbres, même si tu les tues une fois, et en fait ils repoussent. Donc ce qui fait que quand tu vas refaire demi-tour plus tard au cours de l'aventure, les arbres que tu as tués, ils seront revenus à la vie. Donc il faudra les attaquer une deuxième fois. Ouais, j'ai trouvé ça sympa, les arbres avec des épées. En fait, c'est des ents, mais qui ont des armes. Et c'est vrai que et puis l'idée, tu vois, que ça repousse, c'est marrant. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est parce que parfois, tu vois, tu trouves des objets, tu dis ouais, ça va te servir plus tard. Et moi, dans mon aventure, je m'en suis pas servi. Par exemple, si je tue la première fois les arbres avec les épées, je reçois des graines. Donc je sais pas à quoi ça sert. Je vois pas l'utilité, et en fait on m'en parle jamais au cours de l'aventure. Peut-être qu'on a raté le moment, je pense. Hein. Je sais pas. Parce que alors, est-ce que j'ai raté grand le marécage? Oui. Donc voilà. Après, ça m'a fait rire aussi, c'est que j'ai rencontré une licorne. Parce que tu vois, le Mario Scorpion, c'est beaucoup c'est des monstres, ils sont pas très beaux, voilà. Tandis que là, rencontrer une licorne dans cet univers sale, ça m'avait fait rire. Ça m'avait même pensé à la série animée, là, Donjons et Dragons, avec la petite licorne. Oui, voilà. Sauf que, oui, voilà. Donc là, c'était une grande licorne qui était blessée. Et là, pareil, elle était très méfiante vis-à-vis des humains. Évidemment, il faut pas la tuer, hein. Franchement, il faut essayer de la soigner, voilà. Donc moi, je lui ai lancé un sort, parce que aussi, pareil, moi, j'avais pris dans les pierres bénéfiques un sort de bénédiction.
Et donc je sauve la licorne et avec ça, elle m'aide. Elle me donne des pierres supplémentaires. Alors ouais, là tu viens de nous donner des super chemins qui sont passés, c'est génial. En effet, je t'écoutais, je ne disais rien, j'osais pas t'interrompre parce que moi, écoute, en tant que le chemin du mal, c'est tout le contraire de ce que t'as vécu. Est-ce que t'es prêt, Fabien, là? Parce que ça va faire mal. Je m'attends au pire. Hein. Attends-toi au pire, c'est absolument le pire. Donc, j'arrive dans cette clairière où il y a donc un abri avec le maître des loups, et des loups qui grognent à l'avant de sa tanière, bien sûr, qui défendent leur maître. Il m'accueille sans aucune sympathie, et je me dis, ok, bah écoute, je vois autour de son cou l'une des amulettes, une amulette en forme de loup. Je vois absolument que c'est l'amulette que je dois récupérer pour Stratagus. Alors je lui dis, tu sais quoi, j'ai l'élément de surprise. Et puis il m'a mal accueilli. Allez, je balance l'une de mes pierres magiques, celle qui s'intitule la magie de la malédiction. Et en fait, ce qui commence à l'étrangler, un peu comme si j'étais Darth Vader, tu vois, sans avoir mes mains autour de son cou, ça l'étrangle. Bien sûr, il lance ses loups contre moi. Je suis obligé de les zigouiller, Fabien. Bon, je m'en vais. Au revoir les auditeurs, je m'en vais. Et voilà, donc bien sûr, j'abats le maître des loups, j'arrache le collier, son amulette des loups, et je la prends dans mes possessions. Un de moins, deux qui restent. Je te sens. Écoute, il faut que je joue le méchant, c'est le chemin du mal que j'ai pris. Alors, et puis d'autres choses, j'ai rencontré la licorne aussi, Fabien. Et ça s'est très mal passé aussi. Mais pour moi. Mais pour moi. Ah bon, ça va alors. En fait, la licorne, elle est là, elle est super excitée, je vois qu'il y a un problème, je dis, écoute, t'es dans mon chemin, dégage, je sors mon épée, je commence à me battre. La licorne, elle est quand même assez balèze. J'ai décidé de m'enfuir et de la laisser dans sa clairière, quoi, elle se démerde. Donc je sais qu'il fallait que j'évite cette clairière, parce que je vais refaire face à la licorne qui est prête à m'attaquer vu que je me suis imposé à elle. Non, c'est vraiment sympa toutes ces différences que je remarque là. Ouais. Écoute, il y a aussi des petites clairières, comme on parle de ceux où il y a des petits éléments, j'aime bien moi, c'est celle où je me fais attaquer par des sangsues. Ce que j'aime beaucoup, c'est pas bien sûr de me faire attaquer par des sangsues, mais c'est que Steve, bien sûr, a compris son univers, on est dans le marais, et il cerne tout ça, c'est un marais de dark fantasy. Et je trouve vraiment super les éléments, l'ermite avec ses loups, les sangsues, les arbres épais. Je trouve qu'il maîtrise bien ce monde, quoi. On dirait vraiment une campagne de jeu de rôle. Tout est parfait, ça s'harmonise dans cet univers de marais. Et il y a une autre clairière que je voulais causer avec toi. Est-ce que tu as rencontré la clairière avec les herbes aux pinces, les herbes avec des petites bouches avec des mandibules? Ah non, ou des pas du dents tout. Plutôt. Pas du tout. Ok, ça c'était sympa, ça. En fait, je remarque donc une clairière, voilà, et que je vois que l'herbe commence à être, elle qui est vivante, qui commence à tourner autour de mes jambes, et puis je vois des petites bouches qui apparaissent au bout des herbes, et donc j'utilise une de mes pierres qui est irradie, qui dessèche complètement toute la zone des plantes, et en fait ça me permet maintenant de passer par cette zone sans souci, où précédemment il fallait que je jette des jets de chance, ou que je puisse m'échapper de cette clairière, et comme c'était un passage où je me suis rendu 2 ou 3 fois de suite, je trouvais ça sympa qu'il y avait un moyen radical d'éliminer le danger. Mais il y a beaucoup de situations comme ça dans ce marais où voilà, vous pouvez utiliser soit de la magie, soit votre épée pour ou comme Fabien, plutôt de guérir le mal qui est présent pour améliorer votre navigation à travers le marais. Et Fabien, il y avait, je sais qu'on en parlait un petit peu hors antenne, mais il y a un moment qui te rappelait notre partie de jeu de rôle. Ah là là, oui, ça m'a fait bien rire en fait, parce que je vais ressortir ma paire de ciseaux, donc je pense qu'il y a un de nos fans, il va comprendre pourquoi. Donc dans une des clairières, qu'est-ce que je vois? Un scorpion géant qui se bat contre un nain. Donc et c'est vrai que le nain, le pauvre, est en mauvaise posture, hein. Et dans l'aventure, on me demande qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais et je laisse le scorpion avec le nain, ou alors j'essaye, je combats le scorpion. Et j'ai pas été sympa, je suis parti, j'ai laissé... Mais bon... T'as laissé Jean-Christophe en galère, là? Bah oui, mais en fait, dans le livre, il nous explique que le nain, il est... Parce qu'en fait, le scorpion est tellement énorme, et en fait, il a pris le nain dans ses pinces, et en fait, après, il lâche le nain, et le nain, il tombe mort, en fait,
je savais très bien qu'on pouvait plus le sauver et franchement, il aurait resté en vie, j'aurais fait quelque chose pour essayer de... Alors, pour ceux qui écoutent pas nos parties de jeux de rôle, on vous donne le prétexte, c'est que Jean-Christophe, là, nos joueurs de la table, joue le nain et bien sûr, Fabien, c'est l'elfe et tous les deux s'amusent au jeu de rôle. C'est bien sûr, ils s'entendent pas, ce qui donne des moments assez drôles où dans le groupe, des fois, on est obligé de les calmer pour qu'on puisse progresser dans l'aventure. C'est assez sympa. Et puis, vous jouez bien tous les deux votre rôle là-dessus, c'est très très amusant. Mais donc forcément Fabien faisait allusion à Jean-Christophe le nain qui se fait attraper au scorpion. Donc Fabien, t'es en train de me dire que t'as même pas tenté de le venger? Rien du tout. Bah non, en fait je suis parti, ouais c'est vrai que... Après je suis revenu dans l'endroit. Le pire, oui je sais. Et c'est vrai que le pire c'est qu'après je suis revenu dans... Parce qu'on a possibilité de revenir après dans les endroits qu'on a déjà visités. Je suis retourné dans l'endroit et j'ai juste j'ai remarqué qu'il y avait les petits os du nain en fait, voilà, et que le scorpion avait tout avalé. Voilà. Oh, tu vas en entendre parler, Jean-Christophe, à la prochaine campagne. Bah, je suis désolé, hein, Jean-Christophe, hein, mais voilà. Donc, les licornes et les loups en priorité. Hein, donc, voilà. Purée. C'est drôle. Et voilà. Écoute, et encore, il n'y avait pas de chat, heureusement. Voilà. Non, ça, dans le marais, je crois qu'il est plutôt des grands félins, il y aurait, mais sinon... Après, j'ai eu un aigle. Est-ce que toi, t'as eu un aigle? Ah bah vas-y, parle-moi de ton aigle, parce que moi je vais te parler par la suite de la maîtresse des oiseaux. Est-ce que c'est là où tu vas en venir? Alors moi non, la maîtresse, je l'ai pas vue. Par contre, j'ai vu un grand aigle. En fait, c'est à un moment j'arrive aussi dans notre clairière, donc il y a un grand arbre et il y a un aigle en fait qui est là et en fait qui m'observe. Et il y a un aigle vraiment majestueux. Et donc je me doutais bien qu'il y avait un nid certainement caché dans l'arbre. Et donc j'ai pas été plus loin parce que je voulais pas attaquer l'aigle et puis je voulais pas, je pense que voilà, c'était la maman aigle. Donc j'ai rien fait en fait, j'ai reculé et l'aigle ne m'a pas attaqué. Voilà. Donc toi c'était quoi l'histoire? J'ai pas rencontré d'aigle, moi j'ai rencontré donc une clairière. Je suis arrivé dans une clairière où il y a donc une dame assise sur son trône avec plein d'oiseaux autour d'elle. Il y a une superbe illustration ici de Duncan Smith et je la trouve vraiment chouette parce qu'au premier plan il y a une chouette qui nous regarde, ou un hibou plutôt, qui nous regarde avec des grands yeux du genre mais t'es qui toi? Et tous les autres oiseaux nous regardent, alors ça fait un peu genre l'intrus qui s'incruste dans le lieu de leur reine, quoi. J'ai trouvé ça chouette. Ça faisait très conte de Anderson, je trouvais, ces types d'illustrations comme ça. Très bien composé. Et donc il y a une dame assise sur son trône, la maîtresse des oiseaux. Et notre anneau, bien sûr, ne brûle pas. Donc je dis ok, bon c'est quelqu'un du bien. Et là ça me fait vraiment chier de la tuer parce que la nana elle a de la nature, elle fait vraiment bien négatif. Tu vois les loups ils sont obligés de bouffer de la viande. Je dis bon, allez c'est neutre, je peux les tuer, de toute façon il me faut l'amulette. Mais là la nana elle est sympa. Et ça tombe bien parce que elle se rend compte aussi que nous sommes pas quelqu'un de mauvais, on n'est pas malfaisant. Et elle nous propose un marché. Elle nous dit écoute, je peux te créer une fausse amulette, comme ça t'es pas obligé de me tuer. Et elle passera nickel pour Stratagus qui croira que c'en est la vraie, l'amulette des oiseaux. Et elle me dit par la suite, la dernière amulette à récupérer, c'est celle du maître des araignées. Par contre, c'est un être malfaisant. Et celui-là, il faut l'exterminer. C'est quelqu'un de très très mauvais. Je dis bon, ok, on dirait que mon dernier objectif va être facile dans la moralité, quoi. J'ai pas besoin de commettre un crime si quelqu'un me dit. Enfin, c'est un crime qui est, comment dire, qui est autorisé. Bizarre de dire ça. Et donc, j'accepte son marché. Elle me donne la fausse amulette et donc je continue à parcourir le marais donc pour trouver le maître des araignées. Non, j'ai pas eu tout ça moi. Même les araignées, j'en ai pas rencontré. Hein. Ouais, ah bah c'était bien flippant le maître des araignées. Mais attends, je le garde un petit peu. Est-ce que t'as d'autres choses à me dire? Parce que moi, le maître des araignées, en fait, ça va m'amener vers la fin du livre. D'accord. Non, moi j'ai rencontré aussi un géant. Parce qu'en fait, pareil, pendant mon chemin, donc dans une clairière, je trouve un géant, mais il est très agressif. Mais bizarrement, la bague ne dit pas que c'est un ennemi. Donc alors je lui parle très 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 poliment. Donc voilà, et en fait le géant, il se met à pleurer. Donc c'est étonnant quoi, et en fait il nous explique que sa femme lui avait brodé un mouchoir et qu'il l'a perdu, qu'il y a quelqu'un qui lui a volé. Donc il me demande est-ce que j'ai trouvé ce mouchoir,
Et précédemment, au cours de mon aventure, justement, je rencontrais un voleur qui faisait un pique-nique. Mais là, par contre, c'était vraiment un ennemi. Hein. Donc lui, je l'avais attaqué. Et en fait, lui, il possédait une cape rouge en fait. Et en fait, pour lui, c'était une cape rouge, mais pour le géant, bah, c'était un mouchoir en fait. Donc j'ai pu. C'est bon, c'était marrant. Ouais, j'ai trouvé ça très drôle comme anecdote. Et donc du coup, j'avais récupéré la cape. Je lui ai donné au géant, donc pour lui, donc c'était son fameux mouchoir de son épouse. Et donc il était tout content. Et puis je deviens son ami et tout. Et il me donne plein de conseils et il m'indique le chemin en fait pour trouver la fameuse, le fameux arbuste que je dois trouver en fait. Ah, c'est sympa ça, Fabien. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est un passage super sympa. Ça. Oui, moi j'aime beaucoup faire des rencontres, tu vois, quand justement c'est amical, quand c'est pas forcément des ennemis. Et voilà, donc c'est vraiment, moi j'aime bien. Ça me fait penser, tu sais, au tombeau du vampire dans Dragon d'Or, quand tu rencontrais des gens qui étaient pas forcément des monstres, et ben là c'est pareil en fait. Tu tombes vraiment sur des gens avec qui tu peux discuter et tout, qui ont une apparence qui peut être désagréable et au final, bah non, quand tu creuses un petit peu, bah, ils sont tous sympas. Et voilà, toutes ces différences-là, toute cette création, concrétisation et ces détails forment un univers dans lequel on peut se souvenir, hein, Fabien. Et c'est ce que tu ressens, ça a du cœur. Tu sens que c'est un monde qui vit. Et en plus, le marais, tu t'attends vraiment à avoir, tu vois, des bêtes sales, tu vois, vraiment le pire des bestiaires, et en fait, pas du tout. Tu vois, tu vois des licornes, tu vois, voilà, un ogre, tu vois, voilà. C'est pas si malfaisant. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai pris le chemin positif. Mais c'est vrai que tu t'attends pas, en fait. Quand tu vois la couverture, tu t'attends à avoir plein de monstres comme ça. Et au final, pas du tout. Donc, c'est très agréable. Non, on en parlera dans notre critique, je pense, mais l'écriture de Steve Jackson, bien sûr l'américain, est excellente dans les défis fantastiques. Très très beau travail. C'est dommage qu'il en ait écrit très peu. Alors, écoute, moi je te parle de ma dernière aventure, hein, cette troisième amulette, pour Stratagus, donc le maître des araignées. J'arrive dans une grotte, il est là, assis sur son trône, avec l'amulette d'argent en forme d'araignée autour de son cou. Écoute, je vais m'y prendre comme pour le maître des loups, je lance ma dernière pierre de malédiction qui le fait hurler, et là c'est vraiment super gore, Fabien, ou c'est plutôt, comment dire, grotesque. D'accord. Et son corps commence à se transformer en araignée géante, mais qui garde sa tête de vieil homme. Et il y a une illustration qui va avec ça, et c'est assez flippant. Je trouvais ça une illustration très cauchemardesque, en fait. Tu sais, une araignée géante avec une tête de vieil homme barbu, quoi. C'est assez flippant. Et puis donc voilà, c'est la grosse baston, et une fois battu, son cadavre, voilà, il longe le sol, et c'est là où il y a un éclair qui vient foudroyer sa décombre, qui met ensuite feu au lieu, à sa grotte, qui se propage sur tout son matériel, ses livres, son trône, et c'est là que je me dis, putain, il faut que je me barre, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un éclair qui vient le taper? Qu'est-ce qui se passe? Donc bien sûr, je retourne voir Stratagus, je lui donne les 3 pierres, dont la fausse, qui se rend pas compte qu'elle est fausse, celle de la maîtresse des oiseaux. Il me donne mes 1500 pièces d'or, d'ailleurs qu'il faut que je réclame, parce que ce mec il était prêt à pas me payer du tout. Et donc me voici donc conquérant du Mario Scorpion, blindé de 1500 pièces d'or, et puis voilà, j'ai donc complété mon aventure. D'accord, ok, bah écoute. Non, tandis que moi, bon, grâce à l'ogre, donc moi je trouve le fameux buisson, donc avec la grosse baie violette, hein, Purple, voilà, coucou Fred, voilà. donc évidemment on me propose de la manger, bah non, je vais pas la manger, hein, donc voilà, donc je l'accueille, donc je garde bien, voilà, et après donc je dois refaire le chemin inverse. Donc je retourne dans tous les endroits que j'ai rencontrés. Donc voilà. Donc parfois je retrouve certains monstres, notamment donc les arbres avec l'épée. Ou alors parfois donc je trouve les endroits déserts. Par exemple l'ogre il est plus là. Voilà. Donc comme avec le nain, donc je retrouve les eaux. Voilà. Le maître des loups, bah je ne le vois plus. C'est dommage parce que j'ai trouvé bien. Donc ouais. En plus il était bien dessiné. Donc je le vois plus. Et je vois un moment, tu vois, il y a un grand scorpion qui me voit de loin, il m'attaque pas, tu vois, il m'observe,
tu vois, j'ai trouvé ça bien, tu vois, justement, donc le fait que il y a pas forcément un combat. T'es accepté, en fait. Je pense que comme Oui. t'as peut-être créé du bien autour de toi, les maîtres des lieux ou les résidents, la nature t'accepte et ils comprennent très bien ton objectif, on dirait. Donc voilà, donc je refais tout le chemin inverse. Et après je retourne voir mon sorcier là, Guillolard. Et donc je lui donne la baie, il est tout content, vraiment tout content. Alors par contre la fin je suis un peu déçu parce que il m'offre des potions de guérison et puis un repas, c'est tout. Voilà. Alors, même pas de l'argent, rien du tout. Donc j'ai vraiment dit bah dis donc, tout ça pour Ah bah t'as fait le chemin du bien, Fabien. Attends. ouais, mais bon, un petit peu de fric quand même quoi. Donc Ah bah non, hein, quand on fait le bien, c'est qu'on demande rien en échange. ouais, bon. J'ai un repas chaud hein, donc Ah bah c'est bien ça, un petit ouais. repas chaud, c'est bon. J'espère un repas végétarien, j'espère. Donc voilà. Mais bon, je m'attendais à une petite récompense parce qu'à la base, dans l'aventure, on nous dit bien que si on va au marais des Scorpions, c'est pas pour, c'est qu'on cherche un petit peu la gloire, quoi. Mais voilà. Hélas. Bah écoute, et la gloire, tu l'as eu quand même. T'as réussi Oui, je à l'ai trouver eu, ce qu'il je l'ai fallait. eu. Voilà. De pareil, moi aussi. Par contre, moi j'ai eu plein de fric. Non, moi non, C'est tu vrai. vois. Voilà. Moi, je reste Rigolo. pauvre, hein, voilà. Tu vois, Oh. bon, gentil, mais pauvre, hein, voilà. Donc, Et bah voilà, écoutez, ça complète justement notre vécu du Marais aux Scorpions. Et donc, nous voici, Fabien, on sort de la clairière aussi. On se retourne à l'auberge où il y avait donc Grognard. Et cette fois, tu sais quoi? Comme j'ai plein de thunes, je t'offre à boire, à manger. Et j'offre un verre, un verre général à tout le monde de la taverne. Je paye le coup à tout le monde pour qu'on puisse faire la fête. Allez, je te propose sans plus tarder de discuter de notre critique. Fabien, Le Marais aux Scorpions. Une œuvre vraiment intéressante. Oui. Un défi fantastique unique, je dirais. Unique dans son style. Beaucoup ont essayé d'adapter ce qu'il a réussi à faire, mais peu ont réussi. Quasiment aucun, je dirais, de ce système de jeu d'aller-retour qui marche très bien, en fait, qui permet vraiment de développer une aventure intéressante. Critiquons justement cette œuvre, donnons notre point de vue aux auditeurs, ce que l'on en pense. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? je peux commencer, oui, je vais commencer. Ouais, j'allais proposer de jeter un dé comme on a fait Vas-y, précédemment on aussi. va faire. Ok. Donc tu choisis quoi? 1, 2, 3 ou 4, 5, 6? 5. 5. Ok, donc moi je choisis 1, 2, 3 et toi 4, 5, 6. Ah oui, Donc, pardon. Celui... Oh non, c'est pas grave, t'inquiète. Ah, c'est cassé. Allez, roule. 1. Ah. Eh ben tu sais quoi, je te donne le choix. Vas-y, Ah, c'est commence. gentil. Bah en fait, pour moi c'est une très très belle surprise. Hein. Je t'avoue que j'avais vraiment des a priori, je sais pas pourquoi, et je regrette. Sincèrement, je regrette. Hein. Donc je pense que c'est vraiment la couverture qui a fait que. Voilà, parce que la couverture me plaît vraiment pas. Alors que les dessins intérieurs, bizarrement, me plaisent. Hein. C'est bizarre, hein, parce que c'est le même dessinateur. Hein. Mais bon, voilà. Donc, et vraiment, j'ai été très surpris. Bah, dès le début de l'histoire, j'ai trouvé que les règles étaient simples. On voit vraiment que Steve veut justement que les joueurs prennent leurs pieds, que il fait tout pour qu'il y ait du fun, qu'il y ait de l'amusement. Donc pas du tout qu'on s'ennuie, et moi c'était vraiment pas mon cas. En plus le choix des trois sorciers différents, moi je trouve ça très bien, parce que souvent tu lis un livre, bah t'as fait l'aventure, bah t'as pas envie de refaire une deuxième fois, ou pas tout de suite en tout cas. Tandis que moi, tu vois, j'ai vraiment envie d'essayer les deux autres parcours. J'ai vraiment envie de savoir, tu vois, les autres possibilités. Voilà, bon, même s'il faudrait tuer un animal ou pas, mais j'ai vraiment envie de faire les deux autres parcours. Le fait qu'on revoit des personnages plusieurs fois aussi, ça, je trouve ça vraiment très très bien. Le fait que les sortilèges, là, voilà, donc qui sont limités, qu'il faut faire attention de pas s'en servir tout de suite, parce qu'après on n'en a plus. Donc après il y a pas, moi dans mon aventure par exemple, j'ai pas trouvé des ennemis vraiment difficiles.
Je vois vraiment que, tu vois, Steve voulait laisser une chance, même pour les débutants, même ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au livre dont vous êtes le héros. Je pense sincèrement que c'est un livre que je pourrais conseiller aux débutants. Avant, je me souviens, je proposais toujours le Tombeau du vampire pour quelqu'un qui n'avait jamais joué un livre dont vous êtes le héros. Et maintenant, je sais que je pourrais dire aussi Le Marais aux scorpions. Je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que le Marais aux scorpions, c'est une excellente recommandation pour un débutant, quelqu'un qui veut découvrir ce qu'est le livre-jeu. Et c'est un livre qui a été écrit quand même, il y a un moment, comme on a dit, c'était quoi, Fabien, 85 85. Ouais, et je trouve qu'il vieillit très bien ce livre-jeu. Pour aujourd'hui, regarde, on est en 2023, et il se lit très bien, ça fait pas vieux système de jeu, ça passe très bien, quoi. C'est très simple, en plus, les mécanismes des défis fantastiques. Donc c'est un super livre d'initiation, hein. Il faut que Gallimard arrête de sortir les énièmes éditions du Manoir de l'Enfer. Oui, même si j'adore le Manoir de l'Enfer, il sort autre chose que le Sorcier de la Montagne de Feu, même si j'aime beaucoup le Sorcier de la Montagne de Feu. Et qui ne... il doit pas être compliqué. À mon avis, dans ces contrats, souvent ce qui se passe, c'est quand les œuvres dépassent un certain nombre d'années, elles sont pas republiées, les droits retournent à l'écrivain. Donc si Steve le publie pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de public pour cette demande. Alors je spécule, hein, j'ai aucune idée si c'est bien cela, mais c'est que par ma connaissance que souvent c'est des cas comme ça, des cas équivalents. Et c'est peut-être pour ça que Gallimard ne peut pas le republier. Et si ce n'est pas le cas, ils peuvent le republier, ben qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le publient pas, ce livre? C'est vraiment une aventure sympathique. Moi, tu vois, je me suis pas ennuyé du tout. J'ai même pas fait de pause quand j'ai fait l'aventure. C'était vraiment, j'avais envie de savoir. Et là, tu vois, le fait rien que d'en parler et puis même de t'écouter, eh bien, j'ai envie de savoir. J'ai envie de reprendre le bouquin. Et je vais pas le ranger dans ma collection. Je vais encore le garder près de moi pour continuer à faire les autres paragraphes et tout découvrir. Parce que quand je vois les autres dessins, quand je vois les autres personnages, je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, j'ai vraiment... Je suis curieux. Quand je lisais Le Marais aux scorpions, je suis curieux. Je me disais, qu'est-ce qui va encore se passer? J'avais l'impression que je n'étais pas dans un marais, mais tu sais, comme dans un labyrinthe. Tu vois, j'ouvrais une porte, il y avait quelque chose. J'ouvrais encore une porte, il y avait autre chose derrière, tu vois, à chaque fois. Tu sais, comme le château du Chevalier du Labyrinthe, tu vois, à chaque fois, tu avances, à chaque fois, tu rencontres quelqu'un ou tu as une épreuve. Et ben là, dans Le Marais aux scorpions, c'est ça en fait. Même si t'as un côté un petit peu labyrinthe, hein, parce que évidemment t'as des intersections, voulez-vous aller au nord, à l'ouest, tout ça, etc. Mais c'est pas gênant, hein. Non, c'est pas gênant, c'est pas gênant, il se passe souvent quelque chose. Bah écoute, pour ma critique, quand on parle de la création de Steve, je trouve qu'il va droit au but de ce que doit être un livre-jeu format court. Alors quand je dis court, c'est par exemple les défis fantastiques, c'est des formats courts. C'est de donner des décisions cruciaux au lecteur, lui faire sentir que son cheminement il est unique, Fabien, et que ces items, les objets que l'on ramasse, ne sont pas seulement pour se battre, mais peuvent les aider à se sortir de situations qui sont mauvais présages, qui peuvent être échangés ou qui peuvent être utilisés pour ouvrir des chemins, mais jamais au bout d'un moment ils se retrouvent à culbuter dans une destination où c'est raté, ils n'ont pas réussi à trouver l'objet, leur quête est finie, c'est la fin, recommence à zéro. Le fait que ce monde soit ouvert, qu'on puisse retourner à des précédentes destinations, l'exploration se fait en continu. Et nos actions sont sauvegardées comme un jeu vidéo, mais en effet, nos actions sont prises en compte, et Steam nous permet donc de continuer via les actions que nous avons prises. Pour dire, c'est vraiment dommage que Steve ait écrit peu de livres de la saga Défis Fantastiques, seulement 3, Le Marais aux scorpions, Les démons des profondeurs et La grande menace des robots. Alors, on en a lu déjà 2 au podcast, bien sûr celui-ci et La grande menace des robots, et Steve vraiment arrive à faire des mondes où on évolue, où la grande menace des robots, le fait qu'on passe dans différentes villes, dans différents lieux, différents biosphères même. Là, le Marais aux scorpions, en fait, c'est un grand marais, on se rend compte que c'est un donjon avec plein de gens, plein de personnes qui cohabitent, et c'est très amusant, et tu l'as bien dit, Fabien. Ma lecture, elle s'est faite d'une seule fois. Quand je me suis assis pour lire le livre et le critiquer, prendre mes notes,
Je l'ai lu d'une traite. C'était le dimanche, je me suis posé et je prenais mes notes sur le côté et j'étais à fond dedans. Je me suis dit, c'est vraiment une super aventure. Et voilà, je trouve qu'il réussit ce que souvent d'autres écrivains peinent à accomplir dans la saga des Défis Fantastiques. Et c'est ça en fait, c'est de créer une aventure mémorable, amusante, qui donne envie de lire. Parce que combien de fois on a lu des cheminements qui nous disent vous êtes arrivé à un croisement, est-ce que vous allez à gauche ou à droite? Vous êtes arrivé au fond du tunnel, à gauche ou à droite? Et je comprends, d'accord. Et je crois que la pire des insultes aussi au lecteur, c'est vous êtes arrivé au bout du tunnel, allez à la page 202, enfin au paragraphe 202, tu vas au paragraphe 202. Vous continuez le long du tunnel, allez au 105. Non mais je fais pas de choix là. Je comprends que des fois ces paragraphes existent, parce que c'est ce qui permet en fait de reconnecter plusieurs sections, mais quand on dessine le plan, on se rend compte des fois c'est juste le mec qui donne l'illusion du livre-jeu, et je trouve ça vraiment dommage. Mais il y a aussi quelque chose d'important, pour pas négliger le travail de ces autres écrivains, parce que c'est quand même du beau boulot, ils ont réussi à publier des aventures, quoi qu'on en pense, elles existent, et elles sont là, elles sont quand même amusantes à jouer, même si elles sont mauvaises, c'est quand même l'éclat de le faire. C'est que Steve Jackson a un CV de créateur de jeux, c'est quelqu'un qui vient du monde du jeu de rôle, du jeu de plateau et du jeu de cartes. Donc forcément, ce mec-là, s'il s'y colle à faire un livre-jeu, il va réussir un produit qui sort du lot, et qu'on se rend compte, ah oui, en effet, ce mec-là, il s'y connaît. Parce que, bien sûr, il maîtrise son sujet. Donc voilà, c'est une œuvre auquel c'est sûr qu'on va pas l'oublier. Alors, elle n'est pas extraordinaire, il n'y a pas des choses incroyables, c'est pas la saga sorcellerie, que j'aime beaucoup, Fabien, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour prendre l'exemple de ce que Xav considère comme super standard, mais dans la collection des Défis Fantastiques, des très bons standards. Bon, moi, mon coup de cœur, c'est la Citadelle du Chaos, j'aime beaucoup cette aventure, parce que c'est un donjon avec des pièges, c'est très classique, mais super amusant, c'est divertissant, mais très bien réussi. Mais bien sûr, la créature venue du chaos, qui est là, qui est très connue, voilà, c'est pas aussi incroyable que ça, la façon dont ça raconte une aventure, mais ça réussit ce que ça fait, c'est ça donne une aventure avec bien sûr différentes possibilités, comme vous avez vu, entre le chemin du bien et du mal, différents objectifs à accomplir, de rencontrer les mêmes personnes, mais voilà, donc de décider de différentes actions. Steve réussit, et je trouve que oui, c'est absolument une recommandation du podcast dont vous êtes le héros. C'est un éclat total, et je suis vraiment content d'avoir ce livre dans ma collection des Défis Fantastiques, et à cause de sa couverture, la même chose que toi, Fabien, ça m'a vraiment pas donné envie de lire. Je vois ça, je me dis oh là là, c'est vraiment pas l'illustration à mettre en avant, quoi, c'est bien dommage. Et je trouve qu'illustration américaine, maintenant qu'on le sait, c'est Stratagus qui sort de sa tour. D'ailleurs, la tour qui est inspirée d'une des illustrations qui est dans le livre de Duncan Smith, mais beaucoup plus en valeur l'œuvre. Mais bon, après, il y avait des dessinateurs de haut calibre pour les livres dont vous êtes le héros, les Défis Fantastiques américains. Je veux dire, il y avait quand même, comment il s'appelle, de Dan... Richard Corben, il y avait quand même de grands illustrateurs qui ont fait cette série des couvertures de livres, mais chaque couverture est assez évoquante. Après, très bien fait. Tu sais, peut-être Puffin Books n'avait pas envie d'engager un autre illustrateur pour faire la couverture, voilà. Puis... Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que Duncan Smith, c'est un illustrateur très très compétent. Quand on regarde les illustrations à l'intérieur du livre, il y a des super illustrations, il y a du beau travail. Ouais, il réussit bien ce côté Heroic Fantasy. C'est juste que c'était pas celle à mettre en avant, je trouve. Ouais, je trouve qu'elle est pas... alors, peut-être qu'elle est... c'est sûr qu'elle attire l'œil, parce qu'on se voit ça, on se dit, oh là, mais c'est quoi cette couverture? Mais peut-être pas pour les bonnes intentions. Moi, je sais que j'aimais beaucoup le dessin, tu sais, dans l'auberge, avec tous les gens qui nous regardent. Oui. Voilà. Non, mais je trouve qu'une couverture de l'un des trois sorciers sur la couverture devant sa tanière ou son château aurait été beaucoup plus évoquant, ou peut-être une vue du Mario Scorpion, mais qui installe l'atmosphère, tu vois. On voit le héros au premier plan, bouclier, épée, ou peut-être même pas bouclier, qui tient une pierre de magie et l'autre une épée, et qui s'avance dans le marais, où on voit plein de bestioles, tu sais, on sent tout cet univers qui est prêt à l'accueillir, que ça soit en voulant le tuer ou en lui demandant de son aide. Enfin voilà. Bref, pour noter ce livre, combien de scorpions je le note? Écoute, sur 5, je lui note absolument
il manque cette grandeur d'aventure. Voilà, c'est tout ce qui manque pour lui donner 5 scorpions, mais je lui en donne 4. Oui, moi, pareil. Pareil, ouais. On aime bien dire l'histoire. Moi, je lui donne... Alors, sur 3, l'histoire, je trouve que, en effet, c'est super amusant. Il y a plusieurs façons de jouer l'histoire. C'est très réussi. L'atmosphère est présente. Le gameplay, très simple. Les pierres de magie, bon, c'est un petit truc en plus. C'est pas complexe, mais c'est amusant. Ça donne la diversité. Très amusant et surtout très rejouable. Il y a quand même 3 façons de le jouer. Et ça change vraiment la possibilité de l'œuvre et de son histoire. En effet. C'est un super défi fantastique. Voilà quoi. C'est recommandation absolument. En plus, il est pas cher. Profitez-en. Je suis vraiment surpris. Hein. Donc en plus, je l'ai eu en neuf. Tu te rends compte, je l'ai eu en neuf. Ouais, mais il a dû être. Ça fait partie des premiers livres qui a été imprimé. Donc peut-être qu'il a été imprimé en stock et c'est pour ça que sa valeur n'est pas aussi élevée. S'il y en a beaucoup, c'est clair que c'est pas les mages de Solani où là c'est dur de mettre la main dessus quoi. Les dernières œuvres, les derniers défis fantastiques, il y a eu peu d'impressions donc voilà quoi, c'était plus dur pour les collectionneurs. Mais ouais, carrément, grosse recommandation. Allez, Fabien, on continue à faire la fête avec les gens de la taverne là, et puis célébrons le podcast avec nos Patreons. Merci beaucoup de nous avoir recommandé, enfin d'avoir choisi ce livre. Hein. C'était une belle surprise parce que je ne sais même pas si on l'aurait fait le dossier sans vous en fait. Hein. Donc merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à nos Patreons qui ont voté nos héros. Et d'ailleurs, Fabien, est-ce que tu veux qu'on dise les autres œuvres qui étaient au vote ? Ah, je veux bien, oui, tout à fait. Alors, il y avait l'épreuve des champions d'Ian Livingstone, le temple de la terreur de Ian Livingstone aussi, et puis un livre qu'avec Fred, on a quand même envie de lire, mais bien sûr, il faut que ça soit élu. C'est Le Sépulcre des ombres de Jonathan Green. Le prochain vote aura lieu très bientôt. Et voilà, on voudrait donc remercier nos Patreons, en commençant par Étienne Fardel, alias Damol. Alors, Simon Lasso, Space Marine au Vulcain et Heavy Flammer. Tu le fais pas à la Fred, là, Fabien. Ah bon. T'as pris ton temps. Ouais, mais moi, je le fais plus mystérieux, tu vois. Donc. C'est un pseudo mystérieux, donc je pense qu'il faut le faire à la mystérieuse. Hein, donc. Absolument, bien vu, bien vu. Parce que c'est vrai que moi, un pseudo comme ça, moi, ça m'intrigue. Et puis, nous avons par la suite Ems, le jouquineur. Jean-Christophe Comon. Le grand maître parano global, Lorkéane. Dorn JV. Nicolas Tonnelier. Ziludo. Et Laure Anne. Sébastien. Et puis Sébastien Bélézy. Docteur Yo. Yann Courdec. Ninja. Guillaume Vendée. Et voilà, allez, on vous remercie encore, nos Patreons, héros, aventurières, aventuriers. Merci encore de votre soutien. Grâce à vous, voilà, on continue les serveurs et puis ça nous motive et puis c'est vraiment sympa de se retrouver sur la page, d'échanger et puis d'entendre vos points de vue, vos avis. Voilà, c'est toujours super, quoi. Allez. Fabien, on se quitte. Ce fut un plaisir de faire ce podcast ensemble. Je suis content de t'avoir eu avec nous. C'était vraiment super. Oui, ça m'a fait plaisir aussi. C'est vrai que faire les dossiers, c'est très bien, mais aussi parler aussi au micro, j'apprécie beaucoup. Et après, c'est vrai que j'ai de la chance et le livre m'a bien plu. Hein. Est-ce que j'aurais pris autant de plaisir si ça aurait été moyen, hein. Donc voilà. Là, j'ai vraiment eu de la chance pour ma première. Ouais, t'as eu de la chance pour ton premier, t'as fait un excellent défi fantastique pour ton premier. Mais bon, c'est le boulot, j'ai envie de dire, quoi, avec Fred, quand on doit faire un Ian Livingstone, par exemple, bon, c'est... nos auditeurs le savent que pour nous, c'est, oh mon Dieu, ça va être difficile, ça va vraiment être la ligne droite, si on se trompe, allez, dans ta gueule, recommence à zéro. Donc, ça fait partie du taf, des fois, quand il faut qu'on lise ceux qui sont difficiles. Et puis après, les mauvaises surprises, alors là, c'est toujours frustrant, mais c'est amusant à se défouler sur podcast, quoi, on peut en parler à tout le monde. Allez, on se quitte sur le morceau de Savage Garden, I Want You. Et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne journée. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Anytime I need to see your face, I just close my eyes and I am taken to a place where your crystal mind and a gentle feeling take a shelter in the base of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to.
It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation has a time and place in the interaction of a lover and a nip at the time of talking. Using symbols, using what can be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You never know what hit you when I get to you. I want you, I don't know if I need you, but ooh, I gotta find out. Ooh, I want you, I don't know if I need you, but ooh, I gotta find out. Anytime I need to see your face, I just close my eyes and I'm taken to a place where your crystal mind and magenta feelings take up shelter in the base of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so slightly to the arms